Ce n'est pas un cas isolé dans l'histoire. À la fin du XIVe siècle, après la mort d'un pape à Rome, le choix d'un successeur n'a pas uni l'Église, mais a au contraire immédiatement provoqué une division. Le conclave, marqué par de fortes tensions, a donné lieu à des protestations ouvertes. Certains cardinaux, principalement français, ont rejeté le pontife élu. Ils ont déclaré le siège vacant. Ils ont déclaré que le pape légitime était un autre. Le grand schisme d'Occident avait commencé. Cette histoire semblait enfouie dans les livres d'histoire. Mais ce qui s'est passé le 2 mai 2026 dans un petit monastère des îles Orcades, en Écosse, vous donnera des frissons. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la déclaration des rédemptoristes transalpins ne raconte pas l'histoire d'une communauté marginalisée perdue dans le sédévacantisme. C'est le symptôme le plus clair que nous ayons vu jusqu'à présent de la crise profonde qui frappe la tradition catholique et du paradoxe irrésolu que Rome s'est créé. Voyons voir ce qui s'est passé exactement. Le 2 mai 2026, la congrégation des Fils du Très Saint Rédempteur, dont le siège se trouve en Écosse, a publié une lettre signée par tous les membres de la communauté. Le contenu est sans équivoque. La communauté déclare le siège vacant. Elle ne reconnaît pas Léon XIV comme pape légitime. Et plus profondément encore, il ne reconnaît comme pape légitime aucun de ses prédécesseurs depuis Paul VI, c'est-à-dire aucun pape postérieur au Concile Vatican II. Les papes post-conciliaires, écrivent-ils, ont embrassé, promu et mis en pratique l'indifférentisme, cette hérésie que les papes préconciliaires avaient condamnée comme une hérésie mortelle. La solution qu'ils proposent est radicale, la convocation d'un conseil général imparfait pour juger de la légitimité même du pontificat actuel. La communauté compte 3 monastères, la maison mère de Papa Stronsay dans les Orcades, une maison dans le diocèse de Christchurch en Nouvelle-Zélande et une communauté pionnière dans le diocèse de Great Falls Billings au Montana, aux États-Unis. Peu nombreux, mais riches en symboles. Il faut prêter attention à ce détail. Cette lettre ne provient pas d'un petit groupe de catholiques autodidactes ou illettrés. Les rédemptoristes transalpins forment une communauté à l'histoire précise, sérieuse et documentée. Fondée dans la tradition de la fraternité Saint-Pied X, elle était reconnue pour sa fidélité à la messe traditionnelle, à la liturgie préconciliaire et à la spiritualité rédemptoriste classique. Qui sont les rédemptoristes transalpins et pourquoi cette déclaration change-t-elle tout? En 2008, il y a 16 ans, cette même communauté a fait un choix courageux qui allait à contre-courant de la fraternité Saint-Pie X. Ils avaient choisi la voie de la régularisation canonique. Ils avaient fait acte de communion avec Rome. Les évêques des diocèses les avaient accueillis dans leur diocèse avec leur pleine approbation épiscopale. Ils étaient, à tous égards canoniques et pratiques, membres de l'Église. Ce choix avait été présenté en 2008 comme la voie principale, la régularisation comme solution à la crise. Fidèle à la tradition, mais en pleine communion avec Rome, tel est le modèle précis que Tuccio et Léon XIV proposent aujourd'hui à la FSSPX comme alternative à l'excommunication du 1er juillet 2026. Durant les 16 années de cette communion, les rédemptoristes transalpins ont vu le pontificat de Benoît XVI avec l'espoir du Summorum Pontificum. Ils ont vu le pontificat de François avec le coup de hache de Traditionis Custode. Ils ont été témoins des premiers mois du règne de Léon XIV avec les nominations progressistes, le silence lors de la messe traditionnelle et la bénédiction de l'évêque anglican sur la tombe de Pierre. Et le 2 mai 2026, ils ont rédigé leur réponse. Il y a un deuxième niveau à prendre en compte. Il ne s'agit pas seulement de l'échec d'une seule communauté. Il s'agit d'une preuve empirique, avec des noms, des dates et des documents, que la régularisation canonique ne guérit pas la plaie.
une communauté peut entrer en communion avec Rome. Il peut passer 16 ans dans cette communion. Et il peut en conclure que le problème ne réside pas dans sa propre position canonique, mais dans la légitimité même de ceux qui siègent sur le trône de Pierre. Le timing est parfait. Il reste 59 jours avant le 1er juillet 2026, date à laquelle la FSSPX consacrera les nouveaux évêques des Cônes et où Léon XIV devra décider s'il convient de prononcer l'excommunication. Dans ce contexte, la déclaration des rédemptoristes transalpins est un avertissement que Rome ferait bien de lire. Toutes les communautés traditionalistes, confrontées à la pression canonique, ne choisissent pas la régularisation. Certaines choisissent même le contraire. C'est un point qu'aucun grand média n'a clairement soulevé. La déclaration des rédemptoristes français constitue la réponse la plus radicale possible à la question que les traditionalistes se posent depuis des années. Comment résoudre la crise de l'Église? La réponse de Rome est la suivante. Régularisez-vous, entrez en communion, collaborez. La réponse de ces moines, après 16 ans de communion, est la suivante. La crise est si profonde que le pape lui-même n'est pas légitime. Et la question que chaque catholique se pose en ce moment est la suivante. Est-ce la fin du chemin pour les rédemptoristes transalpins ou le début de quelque chose de plus grand? Car ils ne sont pas seuls. Après elle, combien de communautés traditionalistes, toujours en communion canonique avec Rome, lisent cette lettre et reconnaissent leurs propres doutes? Revenons au parallèle historique qui nous a amenés au début. Le grand schisme d'Occident a duré 39 ans, de 1378 à 1417. Pendant près de 40 ans, les fidèles catholiques ont prié pour différents papes. Des saints ont prié pour différents papes. Sainte Catherine de Sienne soutenait Urbain VI à Rome. Saint Vincent Ferrier soutenait Benoît XIII à Avignon. Deux saints, des papes opposés. Le problème du sédévacantisme n'est pas nouveau. Il ne date pas du Concile Vatican II. C'est une tentation qui a imprégné l'histoire de l'Église chaque fois que la crise institutionnelle a dépassé un certain seuil de tolérance. L'histoire nous enseigne que l'Église survit au schisme, mais elle nous enseigne aussi que les schismes laissent des cicatrices qui durent des siècles. Non pas parce que les rédemptoristes transalpins ont raison ou tort au sujet du sédévacantisme, il s'agit d'une question théologique complexe qui nécessite une toute autre exploration. Le plaisir vient d'ailleurs, de la démonstration que la régularisation canonique ne guérit pas la plaie, elle peut même l'aggraver. L'Église n'a pas besoin d'accords diplomatiques, mais de clarté doctrinale, non pas de documents canoniques, mais de pasteurs qui guident par la foi. C'est ce que les traditionalistes réclament depuis des décennies. C'est ce que cette petite communauté des îles Orcades a cessé d'attendre. La réponse catholique au sédévacantisme n'est pas la condamnation, mais la conversion, non pas de la communauté qui a quitté l'Église, mais de ceux qui restent et doivent se demander ce qui aurait pu être fait différemment. La tradition n'abandonne pas l'Église. Elle demande à l'Église de ne pas abandonner la tradition. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.